L'opération d'assistance aux victimes d'inondations initiée par le ministre de l'Action sociale 2 mars ce mercredi, des vivres et non-vivres ont été remis aux sinistrés des Cournaries. Suivre sa passion ou accepter le choix des parents pour la poursuite des études supérieures, c'est le dilemme dont les bacheliers sont confrontés. Comment doit se faire l'orientation post-bac? Des réponses dans un instant. Bon après-midi à tous. Le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale et des affaires humanitaires a lancé ce mercredi à Cournari son opération d'assistance aux victimes d'inondations. Ce sont des vivres et non-vivres qui ont été remis aux sinistrés grâce à l'appui des Émirats arabes unis. Écoute Junior. Ils font partie des premières victimes de l'inondation au Tchad cette année, ces sinistrés de Cournari. Plongés dans le désespoir depuis plusieurs semaines, aujourd'hui, ils ont retrouvé un peu de sourire. Le gouvernement a enfin pensé à eux. À travers son département de l'action sociale et grâce à l'appui des Émirats arabes unis, des vivres et non-vivres leur ont été remis. Un geste qui touche le cœur de cette bénéficiaire. On a la chance d'avoir cette année quelque chose là. Ça nous intéresse beaucoup. On voulait remercier davantage. Ce geste qui marque le lancement de l'assistance aux victimes d'inondations de cette année, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires la place dans ses prérogatives. En effet, nous sommes donc au cœur de notre mission, en mobilisant et en contribuant au plan de contingence qui est articulé autour de la protection des personnes vulnérables, de la solidarité envers les couches affectées et de la résilience. Il faut savoir que c'est la pluie du 24 juillet dernier qui a mis ces personnes dans cette situation aujourd'hui. J'ai l'annoncé dans le titre, le choix des filières après le baccalauréat cause un véritable souci pour le nouveau bachelier. Beaucoup se retrouvent avec une crielle de propositions venant de leurs proches, mais difficile d'en décider ou d'opérer un choix approprié. Comment opérer un choix d'études après le baccalauréat? Un sujet qui a retenu l'attention de Guémé Moussa et Nguenoudum Cynthia. Il y a quelques semaines de cela, Yadang Bernadette célébrait encore sa réussite au baccalauréat. Aujourd'hui, la jeune bachelière est partagée entre réaliser son rêve d'étudier le transit-transport ou étudier l'anglais pour honorer le choix de ses parents. Et je dis comme ça, je vais faire l'anglais à l'université. Et ils m'ont dit qu'ils ont lancé un concours de l'ENS. Je tente de voir si c'est bon, je vais faire là-bas. Bon, parce que l'anglais, ici, juste faire l'anglais comme ça et arrêter mes études là, ils trouvent que c'est pas normal, donc je passe par une autre filière et si je comble avec l'anglais, ça serait mieux. Entre orienter soi-même sa progéniture dans les études supérieures ou non, les parents n'ont pas les mêmes avis. Bon, les enfants disent que nos écoles d'avant là, c'est pas comme maintenant, donc c'est eux-mêmes qui choisissent ça. Notre niveau n'est pas comme eux, donc c'est eux-mêmes qui sont mieux de choisir. Des enfants qui choisissent une formation par complaisance. Parce que j'ai un ami qui a fait ça, moi aussi je veux le faire. C'est ça seulement. Mais sinon, il y a des enfants responsables. Si tu discutes avec l'enfant, que tu sais que vraiment l'enfant veut faire ça, et qu'il a la capacité de faire, pourquoi ne pas laisser le faire? Mais il y a des enfants aussi qui n'ont pas la tête sur les épaules et parfois ils font de mauvais choix aussi. Donc il faut les accompagner. Mais pour Martial, conseiller en orientation scolaire, c'est une mauvaise manière d'imposer une filière à un enfant. Imposer une filière d'études à un enfant, je pense que c'est une mauvaise manière de faire et que les parents doivent intégrer ce qu'on appelle le dialogue entre leur enfant, leur progéniture et eux-mêmes pour pouvoir trouver une filière consensuelle. Et cette filière-là pourra aider l'enfant à la sortie de sa formation, être utile valablement ou sinon trouver ici un boulot pour satisfaire aussi sa famille. Comme Bernadette, beaucoup d'autres bacheliers et parents hésitent encore sur le choix dans les études supérieures.
La société de raffinage de N'Djamena a remis ce jour des matériels des travaux pratiques au lycée d'enseignement technique et industriel de la ville de N'Djamena. Rimteta Alfred et Aliou Badaratiam étaient présents à la cérémonie de réception. Suivez leur compte rendu. Ce don est composé de perceuses viseuses, postes à soudure, tournevis et gestes qui entrent dans le cadre de la politique sociale de la société de raffinage de N'Djamena. Et l'objectif est d'œuvrer pour une éducation de qualité de base de l'épanouissement socio-économique. Rappelez-vous qu'à la date du 9 janvier 2024, vous avez accueilli une équipe de la société de raffinage de N'Djamena qui s'est approchée auprès de vous pour s'enquérir de l'état de lieu de vos salles de travaux pratiques dont le rapport a été transmis au top management. Ces rapports de circonstances révèlent le manque réel de matériel et équipement pour assurer l'enseignement pratique des élèves qui sont à votre charge. Le geste est apprécié à sa juste valeur par les responsables de l'établissement. Je voudrais témoigner la gratitude de notre ministère à votre management pour ce geste ô combien louable que vous venez d'adresser à notre endroit. Créé depuis 1977, cet établissement technique forme notamment les jeunes en mécanique automobile, construction métallique, froid et climatisation et l'électrotechnique. Merci Nguéno Ndouma. Cynthia, des cris d'inquiétude se font entendre après les pluies qui se sont abattues sur la ville de N'Djamena, sur l'avenue Imam Hassan Tom Daman, dans le 7e arrondissement. Les usagers rétroussent les manches pour se frayer un passage dans la boue. Sanda Kebdana. Et oui, vos yeux ont bien vu. Ici, c'est l'ancien marché de Dembé, situé dans le 7e arrondissement de la capitale. Un peu d'eau, de la terre et d'ordures, et l'avenue Imam Hassan Tom Daman se transforme et devient impraticable, rendant la circulation difficile pour les engins et pour les piétons. Une réalité qui met les usagers en boule. C'est un calvaire du tout, c'est vraiment un calvaire pour nous. On sait qu'on va faire avec, mais on est obligé de passer avec tout le temps. Et il faut patienter pendant longtemps avant de traverser la route. Notre route là, vraiment c'est saturé et puis c'est mauvais. Et il n'y a aucun changement, on veut le changement quand même. Nous, les populations, payent les taxes. Et la mairie n'arrive même pas à arranger la route. Et c'est chaque année qu'on souffre à cause de cette route-là. Parfois, ça devient impraticable même. Et c'est dans ces conditions hygiéniques douteuses que les commerçants exposent leurs marchandises, complexifiant encore davantage la situation. Fâchés et se voyant dans l'incapacité de mettre fin à sa souffrance, la population attend patiemment l'intervention des autorités communales. À présent, nous retrouvons Yves Ismaël pour le condensé de l'actualité internationale. 15 civils ont été tués et plusieurs blessés en début de semaine par des terroristes dans plusieurs villages de la région de Tillabéri dans l'ouest du Niger, près du Burkina Faso, a annoncé l'armée mercredi 14 août 2024 en soirée dans son dernier bulletin. Dans la zone de Méana, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre les populations civiles sans défense. Le bilan est lourd et tragique. 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées, a indiqué l'armée sans préciser de date. Mardi, un autre civil est mort et 3 ont été blessés dans la même zone lors d'un accrochage entre des terroristes, a-t-elle ajouté. En République démocratique du Congo, un peu plus d'un mois après le départ de la MONUSCO du Sud Kivu, l'heure est à la mobilisation des fonds pour combler le vide. Il faut au moins 57 millions de dollars pour assurer la période dite de transition permettant le transfert des tâches de la MONUSCO à l'État congolais d'ici juillet 2025. Des officiels congolais et des Nations Unies se sont réunis à Bukavu dans le cadre du groupe de travail conjoint pour savoir qui donne quoi et lancer officiellement cette feuille de route. Mercredi, une délégation de paramilitaires des forces de soutien rapide dirigée par Mohamed Abdam Daglo est arrivée à Genève pour des discussions sur un cessez-le-feu au Soudan. L'armée régulière soudanaise continue de son côté à bouder ces nouvelles négociations, même si les États-Unis semblent déterminés à aller de l'avant.
Et ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.